Bonsoir à tous. Ravie de vous retrouver ce soir pour un nouveau webinaire avec Dr Henri pour parler ce soir de la migraine et des céphalées, ou du moins des migraines, et comment les distinguer des céphalées. Alors, on sait aujourd'hui qu'il y a quasiment une personne sur deux, entre 18 et à peu près 60, 65 ans, qui est sujette à des maux de tête. Et on ne sait pas toujours vraiment définir s'il s'agit d'une migraine ou d'un type particulier de céphalée. Ce qu'on sait encore moins aujourd'hui, c'est savoir comment les accompagner et comment les traiter, parce que leur cause, elle est bien souvent, elle est tout le temps multifactorielle. Voilà. Et c'est ce qu'on va appréhender ce soir avec Dr Henri via sa petite présentation. Et bien sûr, comme d'habitude, sur la partie conversation, n'hésitez pas à nous poser vos questions. On tâchera d'y répondre pendant ce webinaire. Voilà. Donc, avec le support des BNS, on va essayer de comprendre comment on peut appréhender ces migraines ce soir. Je vous laisse la parole, docteur Henri. Bonsoir. Bien, bonsoir à tous et à toutes, bien sûr. Tous les soirs. Alors, on est quand même un petit paquet ce soir. C'est sympa, ça me fait plaisir. Donc, on va essayer de traiter ce sujet qui est important puisque on a tous des patients qui vivent des grosses difficultés douloureuses qui sont liées à des migraines qui sont apparues plus ou moins tôt dans leur vie. Alors, voilà, on va essayer de mettre ça là, comme ça, voilà. Voilà, donc j'ai essayé de vous faire un petit tableau récapitulatif de ce qu'est une migraine et une céphalée. Alors déjà, il faut bien sûr distinguer les migraines des céphalées. Il y a énormément de gens qui viennent au cabinet et qui vous disent, voilà, j'ai des migraines, etc. Et il faut tout de suite faire la différence entre les migraines vraies, qui sont des hémicranies battantes, hein, et puis les céphalées, qui peuvent prendre tout à fait un autre aspect. Alors, vous voyez, la migraine vraie, bon, ben c'est la moitié du crâne, hein. Migraine, deux migraines, voilà. La migraine ophtalmique, elle inclut l'œil, et des fois, il y a même que l'œil qui est en première ligne, hein. La migraine ophtalmique, c'est une forme particulière de migraine vraie, on va voir. Et puis, tout le reste, c'est pas des migraines. Alors, ce sont des céphalées qui peuvent être des céphalées hémicraniennes, comme l'agie vasculaire de la face, hein, qui est très à la mode actuellement, pour laquelle d'ailleurs le bilan propose souvent des traitements salvateurs. Vous avez l'artérite temporale, qui est une maladie auto-immune, c'est la maladie de Horton. Hein, le diagnostic se fait par biopsie de l'artère temporale, et c'est généralement, ça apparaît à partir de l'âge 50, 60 ans, et ça va en s'aggravant, comme c'est une maladie auto-immune. Ça se traite par les corticoïdes. La névralgie faciale, qui peut toucher différentes parties de la face, et qui là est liée généralement à une atteinte du ganglion de Gasser. Et puis, on a bien sûr le glaucome aigu, donc qui va toucher l'œil, alors qui est une urgence ophtalmologique. Hein. Vous savez, vous avez 6 heures pour intervenir sur un glaucome aigu, sinon vous risquez de détruire une grande partie de la rétine. Le glaucome aigu est assez facile de diagnostic parce que le patient d'abord ne voit plus clair, bien, il voit des cercles, des lumières, etc. Et puis il a une douleur qui est tout à fait évocatrice, comme le montre le schéma. Vous avez des problèmes de maux de tête qui sont liés à des problèmes de lunettes, hein, ou un excès d'ordinateur. Vous avez les douleurs de sinusite frontale aiguë, alors là aussi, c'est dans un contexte qui est généralement fébrile. Les points d'émergence, donc au niveau des nerfs orbitaires supérieurs et inférieurs sont douloureux. Il y a souvent un écoulement nasal, donc là aussi le contexte est évocateur. Les douleurs osseuses crâniennes, bon, c'est assez rare, ça se voit en particulier dans les métastases osseuses, hein, ou dans les séquelles de traumatisme. Vous avez les céphalées de tension. Alors, les céphalées de tension, c'est dû essentiellement aux gens qui sont incapables de se détendre. Et en particulier, on a un remède qui est bien connu pour ça, c'est Actea racemosa. Hein, c'est ce qu'on appelle la nucalgie hystérique des jeunes secrétaires. Hein, donc, c'est des céphalées de tension. En général, il y a une recrudescence en cours des règles. C'est assez évocateur. Les céphalées d'hypertension artérielle, ben là, il y a des signes cardiaques associés, donc
le patient a mal à la tête, mais il sait que sa tension est élevée. Et puis, bon, ça cède dès qu'il a pris un hypotenseur. Alors, il faut savoir qu'il y a un bon test en homéopathie. Vous savez que vous avez le Aurum Compositum, qui est un complexe de 3 remèdes pour faire baisser la tension. Vous donnez 3 grains et la tension baisse de 2 points dans le quart d'heure qui suit, sans danger. Donc, souvent, ça suffit pour soulager le patient. Et puis, vous avez toutes les céphalées d'arthrose cervicale. Et en particulier, dans une céphalée, il faut toujours aller regarder la position des cervicales, la tension des muscles paravertébraux, et on est pratiquement toujours, on voit qu'il y a une C3, une C2, une C3, une C4 qui a tourné. Et à ce moment-là, on sent bien avec les pouces les apophyses postérieures, les apophyses latérales qui sont plus en position. Et à ce moment-là, il faudra soit le traiter vous-même si vous savez faire, soit l'envoyer chez un ostéopathe qui va débloquer le patient de façon astucieuse. Voilà un petit récapitulatif. Donc, on a vu les cervicalgies irradiées. Alors, les cervicalgies irradiées, ça pourra donner des douleurs jusqu'au niveau de l'œil, et même des fois avec l'impression d'un œil qui est tiré en arrière, par exemple. La névralgie trigéminale, alors là, c'est très intéressant parce qu'on en parlera, c'est une douleur qui apparaît souvent, par exemple, après un coup de froid, mais toujours dans un contexte de sécheresse tissulaire. Donc, c'est les gens qui ont un certain âge. C'est rare de voir des névralgies du trigeminal chez l'enfant. Voilà, alors, hop, on va déplacer ça dans un petit coin pour que vous voyez bien. Voilà. Donc la migraine est une hémicranie battante. Ça, c'est clair, c'est la définition. C'est une affection qui, dans certains cas, a un caractère familial, c'est-à-dire il y a souvent des antécédents parentaux ou collatéraux migraineux, ayant des facteurs déclenchants nombreux. Alors évidemment, il y a des facteurs déclenchants de type émotionnel, mais aussi certains aliments, le chocolat, l'alcool, le jaune d'œuf, et certaines variations hormonales, et ça, c'est ce qu'on appelle en particulier les migraines cataméniales, c'est-à-dire les migraines qui accompagnent les règles. Évidemment, tous ces facteurs déclenchants vont provoquer une libération de vasoconstricteurs dans le territoire de la carotide externe, puisque le mécanisme de la migraine, c'est un spasme de la carotide externe. C'est une maladie bénigne mais handicapante en raison de la fréquence des crises et de leur durée, qui touche 3% de la population européenne, 3 femmes pour un homme, et dont les crises sont parfois précédées d'aura durant quelques minutes, c'est-à-dire de manifestations bizarres qui annoncent la migraine visuelle, vertige, paresthésie, etc. Toutes les patientes ne le signalent pas, mais parfois elles le signalent. Et pratiquement tout le monde dit que si le traitement est pris au tout début de la crise, ça marche mieux. Quand la crise est installée, c'est beaucoup plus difficile. Alors, 35% des patients souffrent d'une forme invalidante de la maladie, c'est-à-dire qu'ils vont être bloqués 2 à 3 jours par mois, parfois même plus. 50% s'automédiquent de façon inappropriée. Alors, évidemment, on a essayé, les allopathes ont essayé un petit peu tout. Alors, c'est très curieux parce qu'il y a des migraines qui répondent à des médicaments différents. Il y a des migraines qui répondent à l'aspirine, curieusement. Il y a des migraines qui répondent au paracétamol. Il y a des migraines qui répondent aux bêta-bloquants. Et en fait, le remède actuellement qui met à peu près tout le monde d'accord, c'est ce qu'on appelle les triptans. Et en fait, on se rend compte qu'il n'y a que 10% des gens qui utilisent les triptans. Alors, pourquoi ? Eh bien, essentiellement parce qu'ils ont des effets secondaires et puis qu'ils ne guérissent pas non plus toutes les migraines. Et on va voir que la migraine, comme souvent, c'est la partie émergée de l'iceberg, et de temps en temps, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'il y a dessous ? 65% des patients se disent insatisfaits du résultat thérapeutique. On considère que la maladie devient chronique quand elle atteint le sujet 15 jours par mois.
Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont pratiquement en migraine un jour sur deux. Donc là, c'est vraiment invalidant et ça peut mener d'ailleurs à des hospitalisations pour faire des explorations plus poussées ou des essais thérapeutiques un petit peu plus musclés. Évidemment, les répercussions familiales et professionnelles sont importantes. 70% des patients sont anxieux, insomniaques ou dépressifs. Les crises durent de 4 à 72 heures sans traitement, avec nausées, vomissements et photophobie. Ce n'est pas obligatoire, mais on trouve souvent le patient, qu'est-ce qu'il fait? Il a tellement mal qu'il se met au lit, il ne peut rien avaler, et de toute façon, dès qu'il y a de la lumière, ça l'aggrave. Alors ça, c'est un petit symptôme intéressant en médecine chinoise. S'il y a une photophobie, ça veut dire qu'il y a un excès de yang dans le territoire concerné, puisque la lumière qui est yang, la lumière qui est une hyperfonction, qui est une contrainte, elle va s'aggraver déjà à une hyperfonction. Donc la photophobie, ça veut dire qu'il y a une plénitude quelque part. L'activité physique majore la douleur, donc c'est pour ça qu'ils se mettent au lit. Le sommeil est généralement réparateur, pas toujours, ils peuvent quand même souffrir pendant leur sommeil, enfin dès qu'ils se réveillent, mais souvent, après une nuit de sommeil, la crise cède. Alors, le mécanisme des migraines vraies. Aucun examen complémentaire n'est nécessaire pour les formes typiques. Donc, il ne faut pas s'énerver. Si le patient ou des crises de migraine, hémicranie battante, rythmée, etc., il ne faut pas pousser plus l'exploration. En cas de doute, bien sûr, on fera une IRM pour voir ce qu'il y a dessous quand même. Et on va essayer d'éliminer une affection organique. Alors, parmi les affections organiques dont on se méfie, eh bien, il y a tout un tas de choses, et en particulier les tumeurs de la base du crâne, par exemple, qui peuvent donner, ou les anévrismes, qui peuvent donner aussi des phénomènes d'algie migraineuse ou migrainoïde. Et j'ai même eu d'ailleurs une patiente qui avait une infection rénale importante avec 3 reins, un rein multiple, et elle avait des douleurs le long de son méridien de la vessie. Voilà. Et VB, vessie. Et en fait, quand on s'est intéressé à son rein et qu'on a fait une correction de la fonction rénale, les migraines n'ont pas disparu, mais elles se sont réduites notablement. Alors, des récentes études ont mis en évidence des perturbations du rythme de la des sécrétions corticales, et en particulier de la sérotonine et de la mélatonine. Donc là, évidemment, ça sera intéressant de faire un bilan des neurotransmetteurs. Souvent, là, on commence à en faire pas mal. Donc, on a des découvertes tout à fait étonnantes, des fois. Et c'est sûr que là, il faut mettre en place une supplémentation, et que la supplémentation donne des très bons résultats. Et puis, des hormones hypophysaires, évidemment la prolactine, on a des migraines au moment de l'ovulation, par exemple, et puis du cortisol, le stress, et des hormones sexuelles. Et bien sûr, la maladie migraineuse apparaît très souvent chez les filles au moment des premières règles, et elle peut être rythmée par les règles, et souvent elle disparaît à la ménopause, quand elle n'apparaît pas à la ménopause dans quelques rares cas. Donc vous voyez, les hormones sexuelles ont un rôle activateur du syndrome migraineux. Les migraines ophtalmiques constituent un cas particulier. Là, je vous ai dit que c'était un excès de yang. D'ailleurs, le patient, il se tient la tête parce qu'il ne faut pas trop le toucher non plus, etc. Et il a l'impression que c'est plein, que ça bat. Et dans le cas de la migraine ophtalmique, eh bien, on remarque d'abord qu'il y a des migraines qui sont plus à droite, plus à gauche, ou qui changent de côté. Mais dans la migraine ophtalmique, c'est pratiquement toujours le même œil. Et on va regarder à la palpation quels sont les points qui sont des méridiens qui sont autour de l'œil. Alors, vésicule biliaire, vessie, estomac. Donc, on va les palper et on va interroger sur les fonctions de ces différents organes. Et souvent, on a la solution à ce niveau-là. Donc, évidemment, le méridien de la vésicule biliaire, il couvre l'hémiphyse. Donc, on va se rendre compte qu'il
Il y a énormément de migraines qui ont un point de départ vésicule biliaire, mais ça peut aussi être vessie. Et ça peut aussi être estomac, c'est-à-dire digestif, adaptation, idée fixe, etc. On veillera bien sûr à éliminer un diagnostic organique, le glaucome en particulier, l'exophtalmie, il y a des gens qui démarrent une maladie de base d'eau, et puis le zona, il faut savoir que le zona ophtalmique existe et donne des rougeurs au début et des douleurs abominables avant même que l'éruption n'apparaisse. Donc ça m'est arrivé une fois d'ailleurs de me poser la question chez un jeune homme qui avait des douleurs oculaires, et puis en fait on a fait le diagnostic 2 jours après quand l'éruption du zona est apparue. Donc là aussi il y a un problème de temps pour le diagnostic. Alors pour essayer d'y voir clair, eh bien j'ai tapé dans la base de données des BNS et j'ai sorti 73 patients migraineux, et je me suis rendu compte que ces 73 bilans avaient des aspects très particuliers. Alors d'abord, je les ai classés. La plus grosse pile, c'est une pile de 42 patients qui sont ce que j'appellerais hypo. Et dans cette pile, il y a quand même 38 femmes, il n'y a que 4 hommes. Donc c'est des bilans qui sont tout effondrés, et ce qui évoque le mécanisme allergique, et en particulier avec une hypo-bêta et gamma, c'est-à-dire vraiment une baisse de la défense lymphocytaire. Donc ce sont des patients en classe 3 de Reykjavik, donc ils sont au stade de la déposition, et ils sont allergiques, ce qui est normal, et souvent on va retrouver d'autres manifestations allergiques, c'est-à-dire qu'on va retrouver de l'eczéma, de l'asthme, de l'urticaire, des antécédents d'œdème de Quincke, etc. Donc là, la migraine n'est pas toute seule. Et on peut même voir ce qu'on appelle des migraines accompagnées, c'est-à-dire une migraine avec une autre manifestation allergique ou autre. Ça s'appelle des migraines accompagnées. Donc, c'est le cas le plus fréquent, vous voyez, puisque 42 cas sur 73, c'est largement la majorité. D'ailleurs, il y a beaucoup de présidents de la République qui auraient aimé être élus avec un ratio pas pareil. Et donc, le mécanisme allergique est quand même notoirement en avance statistiquement. Alors, donc on va voir qu'il y a des bilans qui sont très bas. En voilà un. Vous voyez, donc tout est en bas. Mais que, même si tout est en bas, eh bien, il y a toujours 1 ou 2 tests qui sortent de l'effondrement. Et alors, c'est intéressant de voir quels sont les tests qui sortent de l'effondrement. On va trouver magnésia fausse, qui est le grand marqueur des douleurs. Magnésia. On va trouver arsenicum album, qui est le grand remède des tensions nerveuses permanentes. C'est des gens qui ont beaucoup de mal à se détendre et puis qui ont un vécu d'insécurité. Donc là, on peut comprendre que quand la tension nerveuse est trop forte, il fasse une migraine. On va trouver zincum, qui est le marqueur des dysfonctions hormonales. Et on va trouver les acides, qui est un marqueur des douleurs inflammatoires. Voilà, donc là aussi, ça va, pour chaque patient, on va avoir une indication sur le facteur qui va sous-tendre le trouble et qui pourra même le déclencher. Alors vous voyez, par exemple, là c'est Corinne, 36 ans, elle a des migraines gauches, 1 à 2 fois par mois. Donc là, ça commence à devenir invalidant, on voit qu'il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas beaucoup de stress oxydatif, mais par contre, la seule chose qu'il y a au niveau du protéinogramme, c'est qu'il y a un hypoalpha 1. Donc l'hypoalpha 1, c'est un vide de sang, ça évoque un vide de sang, une ferritine basse, et on sait que les vides de sang vont donner des gens qui sont fragiles émotionnellement. Les Chinois disent que c'est le sang qui calme le vent. C'est-à-dire que plus vous êtes anémié, moins vous avez d'énergie pour contrôler votre émotionnel. Alors, tout est bas, mais moyennement bas, sauf bien sûr le magnésium, elle a mal, et l'arsenic, elle est en tension nerveuse permanente. Voilà. Donc vous voyez, puis on voit, il y a un autre petit paramètre qui est en train de monter aussi, c'est l'iode, qui signale aussi la nature allergique du trouble. Voilà. Donc ça, c'est un bilan tout à fait typique. Bon, vous me dites, il n'est pas très perturbé. Je suis d'accord, il n'est pas très perturbé. La migraine, c'est une maladie de phase 3. Ce n'est pas une maladie grave en termes de dysrégulation, même si c'est une maladie extraordinairement invalidante. C'est une maladie qui va finir par complètement perturber la vie des gens et qui va les désocialiser, qui va poser
des problèmes au niveau du travail, etc. C'est quelque chose d'abominable, avec des traitements de la crise qui sont peu efficaces, allopathiquement souvent peu efficaces, ou alors avec beaucoup d'effets secondaires. On observe en effet dans l'histoire de ces patients des dysfonctions allergiques, je vous ai dit, ça alternait avec d'autres manifestations allergiques, vasculaires, c'est un spasme de la carotide, on va se rendre compte que c'est souvent des gens qui ont des palpitations, qui ont des troubles du rythme, hormonales. Alors bien sûr, certaines crises sont calées sur le cycle ou la ménopause, on en a déjà parlé. Nerveuses, le facteur nutritionnel, émotionnel est évident. Alors, ce qui me fait dire souvent qu'ils n'ont pas besoin d'émotions, donc il faut être gentil avec eux. Et puis digestive, évidemment, il y a énormément d'aliments qui vont être capables de déclencher la crise, et ça va être très important de demander, dès que vous avez le moindre doute, demandez un bilan des intolérances alimentaires. Vous serez étonné des fois de voir le nombre d'aliments qui sont susceptibles de déstabiliser le patient et de provoquer une crise migraineuse. Souvent d'ailleurs le patient il sait, il vous dit il ne faut pas que je mange du chocolat, ou il faut pas que, parce que tout de suite dans les heures qui suivent j'ai la migraine. Voilà. Le Beaujolais, là on va rentrer dans une période difficile, ça va être le Beaujolais nouveau, donc attention aux migraines. Alors, quand j'ai regardé ces 40 bilans, là, j'ai regardé un petit peu qu'est-ce que proposait le système expert. Alors, on se rend compte que il va couvrir un petit peu les 5 secteurs qu'on a mis en évidence. Donc, on a par exemple Curcuma xanthorrhiza, qui est une grande anti-allergique, anti-inflammatoire, antioxydante, le curcuma. Et puis, on a une plante du rhume des foins et de la sinusite qui est Citrus aurantium, qui est un acide d'ailleurs. Citrus aurantium, l'oranger amer. Ensuite, on a beaucoup de plantes vasculaires. Lampsana, qui est un arnica dépuratif. Pétasite, qui est utilisé d'ailleurs classiquement pour les douleurs de la migraine. Mélilotus, qui est le draineur de l'achésis, qui est un grand remède des poussées hypertensives, vasculaires, de la ménopause. Vous avez Cornus sanguinea, qui est le cornouiller sanguin, qui est un remède des troubles du rythme et de l'hypercoagulabilité. Vous avez Crategus oxyacantha, l'aubépine, grand remède vasculaire sédatif aussi. Et puis, mon petit chouchou qui s'appelle Solanum lycopersicum, qui est le remède qui est un remède qui m'a dépoté des migraines exceptionnelles. Et on sait, et j'avais découvert ça avant que je sache que le lycopène était donc qui est l'un des principaux constituants de la tomate, était un antioxydant majeur. Et donc, il agit sur l'élément à la fois vasculaire et inflammatoire. Vous avez aussi proposé des plantes hormonales, l'onagre, bien connu, Leonorus cardiaca, qui est une labiée du groupe du mercure, donc de la rate, de l'adaptation. Leonorus, elle est très intéressante parce qu'elle correspond à des bouffées de chaleur de la ménopause et à des migraines de ménopause, des céphalées de ménopause aussi, et en particulier chez les femmes qui vivent très mal leur ménopause. Elles ne savent plus du tout où elles en sont, elles sont dans des niveaux d'angoisse qui sont extrêmement pénibles, et Leonorus les apaise complètement. C'est pour ça que c'est une petite plante que j'adore. Et puis Viburnum prunifolium, qui est une plante du groupe du magnésium, qui est une sédative du petit bassin, et en particulier c'est une grande plante des dysménorrhées. Quand vous avez une dysménorrhée, celle qui est la plus fidèle, c'est Viburnum, la viorne. Vous avez des propositions de plantes à polarité nerveuse, TH-inensis, le tétchine. Vous savez que la L-théanine que contient le tétchine augmente la GABA, c'est un précurseur des neuromédiateurs et en particulier de la GABA, donc ça améliore l'adaptation, c'est tranquillisant. Vous en avez une que j'aime beaucoup aussi, c'est la balotte fétide, qui est une grande plante des bilans hypo et en particulier des douleurs sur bilan hypo. Ça marche très très bien dans les sciatiques résistantes, etc., avec des bilans hypo. Et puis, plus connue, la valériane, qui est utilisée comme sédative, mais elle est intéressante parce qu'elle est à la fois sédative, hormonale et vasculaire.
grande plante de la ménopause aussi, mais qu'on peut utiliser en dehors de ce contexte, bien sûr. Et puis, Hypericum, le millepertuis, qui sort d'ailleurs sur les bilans hypo. Alors, n'essayez pas de donner du millepertuis sur un bilan hyper, hein, ça ne marche pas. Par contre, sur les bilans hypo, ça augmente le moral des gens. Et en plus, le millepertuis, c'est aussi une plante vasculaire. Hein. Elle n'est pas que psychotonique, elle est aussi vasculaire. Donc, ça marchera très bien, Hypericum. Et puis enfin, vous avez des digestives comme Artium, l'APA, la bardane, ou Glycyrrhiza glabra, la réglisse, hein, qui vont faciliter la digestion et qui vont marcher relativement bien sur les migraines à point de départ digestif. Glycyrrhiza, c'est une plante de l'estomac essentiellement, hein, c'est un grand anti-inflammatoire digestif, et Artium, c'est une grande plante du foie, mais aussi des auto-immunités. Elle est magnifique celle-là. Alors, entre ces glandes plantes, de temps en temps, le système propose une plante qui est moins connue en phytothérapie, mais oui. Oui, Jean-Yves, avant que vous poursuiviez, on a quelques petites questions qui arrivent, et notamment celle-ci. Donc, quelle est la galénique la plus adaptée dans ce cas? Donc, on a TM, EPS, extrait sec ou homéo? Alors, on s'en fout. Alors, c'est pas grave. Alors, si vous voulez, ce qui est important, c'est de trouver déjà la bonne. Je dirais que 80% du boulot est fait à partir du moment où vous avez déjà la plante. Alors, personnellement, moi, je me méfie des plantes trop concentrées, les EPS et les teintures mères, parce que très vite, on va saturer et le patient… Alors, l'avantage de l'EPS et de la teinture mère, c'est que ça va agir très vite. Donc, dès le deuxième jour, on verra la différence. L'inconvénient, c'est qu'on va avoir également très vite des effets secondaires. Et il faut savoir que les plantes, c'est des médicaments. Donc, comme les médicaments chimiques, elles peuvent avoir des effets secondaires. Donc, vous allez avoir vous n'aurez plus de migraine, mais vous aurez mal à la tête, vous aurez des palpitations, vous allez avoir les jambes lourdes, vous aurez d'autres problèmes, vous aurez le foie chargé, etc. Donc, moi, je me suis habitué à utiliser la 1DH que je donne sur des longues périodes. Et moyennant quoi, c'est peut-être un petit peu plus lent à apparaître, l'effet, il faut compter 15 jours, 3 semaines. Mais par contre, il y a très peu d'effets secondaires dans le temps. Hein, donc j'aime bien la 1D. Alors malheureusement, actuellement, le Boiron ne veut pas enregistrer toutes ces plantes. Donc ils les fournissent, quand ils veulent bien les fournir, ils les fournissent en 4D. Alors en 4D, si vous donnez par exemple 30 gouttes je sais pas moi, de Malota fétida en Indé, si vous voulez donner la même quantité de plantes en 4D, il faudra donner 30 000 gouttes. Compliqué. Voilà, donc on n'est pas du tout dans le même type d'information, dans le même niveau d'information. Et donc, pour moi, bon, la teinture mère, oui, attention de ne pas trop saturer. La 1D, pour moi, c'est parfait. Et puis, les 2D, c'est encore correct. Et puis après, on est vraiment dans l'homéopathie. Alors, à partir du moment, plus vous montez les dilutions, plus il faut que les symptômes homéopathiques correspondent. Donc là, il faut apprendre l'homéopathie quand même. Il faut avoir une matière lomicale, il faut regarder. Alors, je vous signale à toutes et à tous que quand vous avez une plante sur le BNS, vous allez dans le site médecine-intégrée.com et vous avez un herbier. Alors, il est facile à trouver maintenant l'herbier. Je l'ai mis dans la barre de commande. Donc, vous cliquez sur l'herbier. Vous avez une liste alphabétique. Vous cliquez la première lettre de la plante. Et puis, vous avez qu'est-ce qu'elle contient, à quoi elle est utilisée, etc. Et puis, les symptômes homéopathiques. Voilà. Donc, c'est comme ça que vous allez apprendre les plantes. Alors, prenez 2-3 minutes avec votre patient, vous dites attendez une petite seconde, vous regardez les plantes qui sont proposées, vous tapez sur votre clavier, vous regardez, et puis c'est comme ça que vous allez les mémoriser. Hein, c'est avec le patient en face. D'accord. Mais effectivement, en France, comme le relève Ariane, on ne trouve plus de 1D en pharmacie. C'est assez compliqué. On est plutôt obligé d'utiliser les teintures mères. Est-ce que vous avez peut-être une astuce pour améliorer les effets secondaires? Alors oui, pour transformer une teinture mère en 1D, il faut faire une dilution au 10e. C'est très compliqué. Donc vous prenez…
Vous prenez, vous prenez 2 centicubes de votre teinture mère et vous rajoutez 18 centicubes d'alcool à 30 degrés, par exemple. Vous avez fabriqué une Inde. D'accord, ok. Donc il y a Muriel qui nous dit que Sérolab en Suisse peut livrer chez un de leurs distributeurs pour la France. Donc il Oui, faut repérer une pharmacie qui travaillerait avec Sérolab et on peut directement passer commande auprès d'eux dans ce cas. exactement, oui. Oui, Voilà. ils ont énormément de souches. Là, ils m'ont donné en particulier, ils m'ont donné Symphytum en teinture mère, vous voyez, alors qu'en France, au-dessous de la 4 ou 6D, ils ne veulent pas la donner. Alors, Sérolab m'a donné de la teinture mère. Alors, c'est extraordinaire, la teinture mère, vous mettez 5 gouttes dans un petit peu d'eau. Le patient qui a des douleurs vertébrales de déminéralisation, il boit ces gouttes, dans le quart d'heure, les douleurs passent. Ça, c'est absolument magique. Sur quel remède? Symphytum, la consoude. Ah, Symphytum pour les douleurs au niveau de la colonne vertébrale. De Alors. déminéralisation, oui, de déminéralisation, c'est-à-dire les gens qui commencent à avoir des trous dans le système. D'accord. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres? C'était des très bonnes questions, allez-y. Pour le moment, on était là avec les super bonnes questions. On nous dit qu'on ne vous entend pas très bien, Jean-Yves, si vous pouvez augmenter le volume du micro. Voilà, je vais essayer d'augmenter un peu mon volume. Ce que je voudrais dire, c'est essayer de ne pas mélanger les plantes, hein. C'est la mode actuellement chez les EPS. Ils mettent toujours 2 ou 3 plantes ensemble. C'est de la connerie. C'est comme de mettre deux ou trois essences ensemble. Ça ne marchera pas mieux. Et puis surtout, c'est une bonne façon de vous interdire d'apprendre l'effet des plantes, hein. Donc, éventuellement, choisissez 2 plantes, mais donnez-en une le matin et une autre le soir. Comme ça, vous pourrez apprécier l'effet. Le patient, il vous dira, celle-là, elle marche mieux, celle-là, elle marche moins bien. Pareil pour les fleurs de bac. Mettez pas tout ensemble. Vous en choisissez une ou 2. Et puis, vous faites, par exemple, si vous en avez choisi 2, vous faites une semaine l'une, une semaine l'autre. Le patient, il va vous dire, il y a une semaine où je me sens mieux, etc. Et ça va vous aider d'abord à apprendre les plantes, l'effet des plantes, et ensuite à mieux connaître les réactions de votre patient. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on doit penser d'un élixir du Suédois, par exemple? Ah ben alors là, on risque rien, là, il y a tout. Voilà. Alors bon, ça c'est pour les gens qui connaissent rien à rien, quoi. D'accord. Donc, Ça s'appelle une panacée, hein. d'accord. Donc, en fait, il faut complètement éliminer les complexes dans ce cas. Non, il faut pas. Non, je suis le premier à utiliser les complexes, mais les complexes, on a le droit de les utiliser d'abord quand on connaît. Moi, j'utilise par exemple pas mal les complexes en homéopathie, mais les complexes, on les utilise quand on n'a pas le temps de préciser trop celle qu'on veut, ou alors quand on veut obtenir une synergie d'action. Mais il faut quand même être très très précis sur le diagnostic et sur l'effet que tu veux obtenir de ton médicament. Voilà. D'accord. Donc, mais mélanger les plantes, une plante, il y a des centaines de composants. Mélanger 3 plantes ensemble, c'est exactement comme avec le vin. Tu mets dans ton verre, tu mets un tiers de champagne, un tiers de rosé de Provence et puis un tiers de rouge de Bourgogne. Et puis, je ne sais pas si ça va être très bon, hein. Effectivement. D'ailleurs, ça me fait rebondir sur une petite, une petite intervention là qui me disait qu'effectivement, le mal de tête ou la migraine après le Beaujolais, ça s'appelle la gueule de bois, non? C'est ça? Voilà. Oui, ben, à Lyon, il y a une expression, ça s'appelle la casquette en béton. Alors, je vous conseille, alors il y a un grand classique, là on va arriver, c'est en novembre, hein, l'arrivée du Beaujolais nouveau. Alors, il faut que vous alliez passer, c'est un jeudi en principe. Donc, il faut aller à Lyon, si vous n'êtes pas très loin de Lyon, vous trouvez un bouchon où on fait un niafron. Alors, le niafron, c'est une grosse tranche de saucisson de Lyon pistaché, vous voyez, qu'on coupe, on fait une tranche épaisse comme ça, et puis on la passe à la poêle pour qu'elle soit chaude, hein, et puis on déglace à la crème fraîche. Pas mal. J'adore ce genre. Et c'est délicieux avec un pot de Mâcon ou un peu de Beaujolais nouveau, c'est merveilleux, ça passe bien et tout. Et le lendemain, vous verrez, vous allez expérimenter. Si c'est pas la migraine, c'est les céphalées frontales. Bon. Bien, merci beaucoup pour ce conseil. Vous pouvez poursuivre, chef. Voilà, alors les remèdes homéopathiques que propose le bilan, hein, à part
Alors, généralement, ça apparaît dans les dernières, mais elles sont intéressantes parce qu'elles ont des pathogénésies. C'est-à-dire que l'homéopathie les a expérimentées en dilution et donc on sait exactement sur quel type de symptômes elles vont agir. Alors, Chamomilla, qui est un grand remède de douleur dentaire et d'hyperesthésie générale, Cyclamen, qui est un remède psychiatrique, c'est un sodium, c'est un remède de regret et de remords. Fumaria, c'est un myorelaxant des voies biliaires. Et là, on a une migraine avec démangeaison. Gelsénium, qui est le grand remède des angoisses par anticipation. Lilium tigrinum, qui est un remède de migraine hystérique, avec en particulier un état, pas un très bon état du foie et de la vésicule, et puis un petit symptôme qui est très particulier qui s'appelle le bearing down, c'est-à-dire la sensation de sentir son col utérin qui pèse sur le périnée. Vous voyez, il y a une impression de descente des organes génitaux qui même sont très désagréables et obligent la femme, par exemple, à s'asseoir les jambes croisées. Nepeta-cataria, qui est la menthe des chats, qui est une migraine avec troubles digestifs. Alors moi, je l'aime beaucoup parce que c'est une menthe qui est... c'est pour ça que les chats deviennent fous quand ils se roulent dedans. Elle est narcotique, donc elle est sédative. Et malheureusement, on a beaucoup de mal à en trouver actuellement. Alors, par contre, vous pouvez en trouver des graines. Faites-en pousser dans un pot. Ça pousse très bien. C'est une petite menthe très vivace. Votre chat sera très content, évidemment. Mais surtout, vous pourrez en faire une teinture et vous verrez que quand elle sort sur le bilan, c'est magnifique. Parce qu'on a du mal à en trouver actuellement. La passiflore, qui est connue, c'est une migraine avec insomnie. C'est le groupe du cuivre, vous voyez. Donc, le groupe du cuivre, ça veut dire qu'il y a des spasmes, ça peut aller jusqu'aux convulsions. Solanum lycopersicum, on en a parlé, la tomate, qui est un calcium, qui est une migraine avec vertige. Et puis Verbascon thapsus, qui est le bouillon blanc, qui est le grand remède clé de la névralgie du trijumeau. Donc là, en fait, si on le voit sortir sur des migraines, d'abord on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment une migraine? Et puis en tout cas, ça marche très très bien dans les névralgies du trijumeau, même en basse dilution. Et souvent sur des sujets de type causticum. Donc ça, c'est un petit clin d'œil aux homéopathes. Alors, vous avez donc dans ces migraines avec BNS tout typo, vous avez 6 fleurs de bac qui vont dominer la prescription. Alors, ça c'est intéressant parce que c'est que des grandes, celle-là. Helm, veut trop en faire, c'est une des grandes du burn-out. Honeysuckle, une dépression mélancolique, pense qu'ils ne retrouveront jamais le bonheur. Holly, la jalousie, le désir de vengeance. Pine, la mauvaise image de soi-même et la dépression d'involution. Star of Bethlehem, le choc post-traumatique. Et World Rose, Rosa canina, l'églantier, qui est une plante également donc vasculaire et qui correspond à des sujets qui se résignent et qui ont renoncé. Et donc, dans les 6 fleurs de bac, qu'est-ce qui domine? Eh bien, on voit qu'il y a essentiellement des fleurs de bac de la dépression quand même, et de la dépression post-traumatique. Alors, il y a quand même une vingtaine de patients qui n'ont pas des bilans hypo. Alors, quels sont ces patients? Alors, j'ai 9 cas de patients qui ont des hypergamma. Et alors, des hypergamma quand même assez importantes. Alors, les hypergamma, ça cible, d'abord, c'est des anticorps, mais ça cible aussi le pôle rate pancréas, la lymphe. Donc, ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose à ce niveau-là. Alors, en plus dans ces 9 patients, 3 de ces patients ont en plus une hypoalbuminémie, c'est-à-dire ils ont épuisé leur stock d'albumine, ils n'ont pas de réserve, ils n'ont pas d'amortisseur immunitaire, ce qui évoque une sécheresse, bien sûr, les tissus sont secs, et hypergamma avec tissu sec, il y a un risque d'évolution auto-immune. Donc là, on peut se poser la question, chez ces patients, hypergamma avec hypoalbumine, est-ce que le symptôme migraineux n'est pas le premier symptôme d'une vascularite, qui est une inflammation des vaisseaux de nature auto-immune? Alors dans ces cas-là, bien sûr, le bilan va sortir des plantes qui vont agir sur les hypergamma, qui sont toutes des grandes immunomodulatrices,
Artium lapin, la bardane, Glécoma, le lierre terrestre, une remarquable immunomodulatrice en particulier au niveau du foie, c'est une des grandes plantes des hépatites virales. Juniperus communis, qui est la grande plante des eczémas et des néphrites, et puis Vanilla planifolia, qui est la grande plante des polyarthrites. Vous voyez, donc là, on sort de l'élément allergique pour entrer dans des situations biologiques beaucoup plus graves. Et à ce moment-là, eh bien, il faut chercher d'autres symptômes que la migraine. Là, à mon avis, la migraine, elle existe toujours, mais il y a autre chose qui se prépare. Le phénomène est dépassé. Même si le patient vient consulter que pour sa migraine. Alors, voilà un cas. Est-ce que ça moi, je ne le vois pas bien. Alors, non, ça c'est après. Excusez-moi. Voilà. Donc, voilà le cas de Caroline, 32 ans, migraine droite, cataméniale, c'est-à-dire avec les règles, et avec nausée. Qu'est-ce qu'on voit? On voit, vous voyez, tout est en bas, comme les présents, mais hop, là, il y a un paramètre gamma qui est élevé, donc la rate est pleine. Et on se rend compte, là, on n'a plus un bilan qui est tout typo. Il y a des paramètres qui montent, en particulier les acides, le zinc, l'iode et l'or. Et l'argent, pardon, c'est un peu décalé, c'est l'argent. Voilà. Et donc là, on se pose des questions. Acide, argent, acide, zinc et argent, ça évoque une virose. C'est les trois paramètres qui montent dans les viroses chroniques. Par contre, zinc et iode qui montent, ça évoque une intolérance alimentaire. Donc, il va falloir interroger la patiente pour savoir si elle n'a pas une hépatite ou si elle n'a pas fait des vaccins, hépatite A, hépatite B, etc., qui ont épuisé son foie, ou fièvre jaune, par exemple, qui aurait épuisé son foie, et qui aurait bloqué la rate, ou alors, est-ce qu'il n'y a pas une intolérance alimentaire? Donc là, on va faire un IMUPRO, et on va regarder, et à ce moment-là, souvent, on aura la réponse de cette rate qui est pleine et de ce phénomène inflammatoire. Et souvent, d'ailleurs, le fait de supprimer les aliments irritants va calmer l'inflammation digestive, va décongestionner le foie et la vésicule, et on va avoir une énorme amélioration des migraines, de même que l'humeur des patients. Il faut savoir que les patients comme ça, qui sont avec une rate pleine, avec des paramètres comme acide élevé, ils ne sont pas très contents, ils sont fatigables, énervés. J'ai l'habitude de dire que le patient acide, c'est le patient qu'on a envie d'envoyer chez un confrère. Ils viennent, ils disent ouais, ça va pas, votre truc ça marche pas, c'est pire, puis d'abord vos honoraires sont trop chers, etc. Vous voyez, donc c'est le patient dont on ne tient pas forcément à voir revenir. Alors, troisième type de BNS, vous avez 5 cas très particuliers qui sont hyper bêta, c'est-à-dire c'est des bilans comme la majorité, hypo, mais eux, ils ont cette particularité d'avoir une augmentation du paramètre bêta, en sachant que ce paramètre bêta, il signe l'augmentation des graisses, et en particulier des graisses hépatiques, et du complément. Donc, aspect immunitaire, les deux étant gérés par le foie. Alors, quand on regarde les fiches cliniques de ces patients, on se rend compte qu'ils sont fatigués, comme beaucoup, mais ils ont des vertiges et une dépression aussi, parce que le foie, il synthétise aussi les phospholipides, donc il a un rôle dans le moral, et souvent, les foies impactés, on a des patients qui ne sont pas très heureux. Et là, on se rend compte qu'il y a des plantes très particulières qui sont proposées, et en particulier 2 plantes magnifiques, curcuma qu'on a déjà vu, et puis la chélidoine, qui sortent sur ces 5 patients de façon assez systématique. Et l'association curcuma et chelidonium, c'est la composition du coléodoron de chez Velula, qui se prend, par exemple, au rythme de 5 gouttes dans un peu d'eau tiède après les 3 repas. Et ça marche très bien, ça décongestionne le foie, les voies biliaires, ça relance la digestion, souvent ça traite bien les constipations sèches. Et donc ça, c'est un remède magnifique. Et pour le moment, on l'a encore en France. Vous voyez, donc ne vous en privez pas. C'est un de mes petits chouchous. Alors voilà une patiente de type hyperbêta, vous voyez. Alors on retrouve l'aspect hypo qu'on a un peu partout, mais là, par contre, c'est les bêta qui montent tout seuls. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit l'iode qui est monté et on voit aurum qui est monté.
aussi. Et puis on voit même un petit peu le magnésium aussi et un petit peu l'acide. Vous voyez, on voit également, bon, on n'est plus déjà en hypo, hein, il y a des choses qui ont bougé. Églantine, 28 ans, a des migraines sur fond de lithiase rénale. Hein, donc elle fait des cailloux, de chute de cheveux. Donc lithiase rénale et chute des cheveux, c'est rein. Hein. Voilà. Et donc rein, ben, vous voyez, elle a argentum et aurum augmenté. Et donc, en fait, derrière son histoire de migraine, il va falloir chercher son rein. D'autant plus que si le rein est malade, c'est le rein qui nourrit le foie, et donc le foie ne sera pas très bien non plus. Donc là, il faut se poser la question, aller chercher la cause est probablement au foie dans ce cas-là. Voilà, donc l'on remarquera l'augmentation classique du magnésium, douleur, de l'iode, allergie, c'est quand même une manifestation de type allergique, vous voyez, on voit. Et aurum et argentum qui évoquent le problème rénal associé. Et enfin, dernier type de BNS, ce que j'appellerais les cas dissociés. Alors, ces cas dissociés, ben, c'est quand les paramètres partent un peu dans tous les sens. Et donc, c'est assez difficile à lire. Mais quand on regarde attentivement ces cas dissociés, on se rend compte que le stress oxydatif est constant chez les 17 patients dissociés. Donc, ça veut dire qu'il y a une véritable souffrance tissulaire, il y a un stress oxydatif important. Et en fait, la présence de ce stress oxydatif va perturber énormément le bilan. Alors après, la question qui se pose, c'est est-ce que le stress oxydatif est la cause ou est-ce qu'il est la conséquence? Ça se discute. Alors on va voir un petit peu à quoi ça correspond. Alors en gros, si vous voulez, on se rend compte que là, les plantes sont un peu différentes. Et en particulier, il y en a deux qui sortent en tête, c'est Arnica et Calendula. Arnica, c'est une énorme plante. C'est une astéracée hein, qui est cicatrisante et elle est très intéressante. C'est une plante de rate, hein, c'est un mercure. Et c'est une plante qui va remettre de l'ordre, hein, en particulier remettre de l'ordre dans le sang. C'est pour ça qu'on l'utilise majoritairement Arnica sur les hématomes, sur les plaies qui saignent, etc. Ça remet de l'ordre dans le territoire du sang. Et Calendula, c'est la même chose, sauf qu'elle est plus ectodermique, c'est-à-dire elle est plus sur le système nerveux, les douleurs, le crâne et sur la peau, hein, elle est antiseptique de la peau. Mais elles sont très proches, hein, c'est deux composés avec la même forme et elles remettent de l'ordre toutes les deux. Et puis on se rend compte que derrière ces deux-là, qui sont d'ailleurs des plantes qui sortent systématiquement dans le stress oxydatif, il y en a d'autres qui sont proposées, qui sont intéressantes parce que sédatives. L'avoine, Avena sativa, hein, en particulier chez les patients fatigués et insomniaques. Humulus lupulus, le houblon, hein, qui est une liane. Le houblon, c'est une liane, comme le vin, comme l'ayahuasca, comme beaucoup de plantes hallucinogènes. Et puis là, on retrouve la pétasite, qui est une très bonne plante, je vous ai dit, des algies vasculaires. Et la migraine est quand même une algie vasculaire. Alors voilà typiquement un bilan dissocié. Florence, 33 ans, qui a des migraines hein, sur fond d'insomnie, de gastralgie, et elle est sous antidépresseur. Alors vous voyez, ça, bon, il y a un petit vide de sang, il y a un peu de chaleur, mais bon, on voit que le protidogramme n'est pas très impacté. Par contre, il y a un gros stress oxydatif, et puis quand on regarde les fonctions, ben, vous voyez que ça part dans tous les sens. Arsenic, cadmium est bas, alors que le zinc est haut. Et puis ici, on voit quand même que là, le rein, il y a un vrai problème. Hein, le pôle cœur est dissocié, la rate a l'air de pédaler furieusement. Voilà. Donc là, c'est ce que j'appelle un bilan dissocié. C'est difficile de faire la part des choses. Et quand on regarde bien le bilan, on se rend compte que qu'est-ce qui domine? Eh ben, c'est la rate mercurius et acide hein, qui sont les plus élevés. Et derrière, c'est quoi? C'est argentum et aurum. Et donc, quand on met ça dans les 5 éléments, ben, on se rend compte que c'est rate, rein, voilà, argentum acide vers mercure et acide vers argentum et aurum. Dans les 5 éléments, ça correspond à un impact de la rate sur le rein. Donc évidemment, là, il faut reprendre l'histoire du patient et préciser ce qui s'est passé. En médecine chinoise, ceux qui connaissent bien la médecine chinoise, ils disent, on dit ciel antérieur, ciel postérieur. Ça veut dire le rein, c'est les fragilités héréditaires, et la rate, c'est les accidents acquis, c'est l'engrangement des problématiques acquises. Et donc, quand vous êtes sur l'axe rat-rein, c'est là où les maladies émergent.
C'est-à-dire que la capacité d'adaptation génétique est dépassée par l'adaptation actuelle. Voilà. Donc là c'est une patiente qui va pas très très bien, hein, même si sa structure est encore bonne. Il y a un gros stress oxydatif et puis surtout il y a rate et rein qui vont pas. Alors on va chercher bien sûr les symptômes de la rate, hein, mais on en a un, hein, gastralgie, et les symptômes du rein, on en a un, l'insomnie. Hein, il n'y a plus assez d'eau dans le rein pour calmer chaîne, donc pour permettre aux patients de trouver le sommeil. Donc vous voyez, c'est toujours intéressant de faire une bonne anamnèse clinique, bien noter les symptômes et puis essayer de comprendre comment ça s'organise et puis qu'est-ce que le bilan nous dit de ces symptômes et qu'est-ce que les symptômes nous disent du bilan. Alors là, évidemment, le traitement, ça va être un traitement dans lequel on va utiliser les antioxydants. On va probablement mettre aussi des oméga 3 parce que c'est quand même pas mal vasculaire. Et puis on va essayer de comprendre ce qui s'est passé au niveau de sa rate. Est-ce qu'elle a des idées fixes? Est-ce qu'elle a été polyvaccinée? Est-ce qu'elle a eu des maladies un peu bizarres? Et puis au niveau de son rein, est-ce qu'elle a fait des pathologies rénales quelconques? Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Alors dernier point intéressant, c'est l'arsenic qui est tout en bas. Hein. Et l'arsenic, vous savez, c'est un grand... Donc ça ne veut pas dire qu'il est bas, hein, c'est-à-dire qu'il est dans la chronicité. Et là, on a souvent des patients qui vivent une insécurité qui est assez invalidante. Donc, il va falloir l'interroger sur sa tension nerveuse et son insécurité. Et puis, en discuter avec elle, alors en sachant que ça remonte souvent loin. Alors, en fait, il n'y a pas beaucoup de gens qui se sont lancés en homéopathie dans des complexes de la migraine. J'en ai essayé un certain nombre, c'est pas probantissime. Il y a par exemple chez elle, il y a Spigelia compositum, enfin bon, il y a différents remèdes, mais c'est pas extraordinaire. Celui qui marche le mieux, à mon avis, c'est le Biodoron de chez Velleda. Alors le Biodoron, c'est un mélange de fer, de silice, mélangé avec du miel. Et il rajoute avec ça le coléodoron. Et vous comprenez pourquoi, hein, parce que ça nettoie le foie, la vésicule et les intestins. Hein. Donc, Biodoron est quand même très intéressant. Le fer, c'est un remède du pôle intoxiqué, hein, et c'est un remède avec des stases de sang. Et puis la silice, c'est un remède des inflammations vasculaires. Et puis le miel ramène de la chaleur. Le miel, pour les anthroposophes, c'est un organisme chaleur. Donc, si vous voulez, tout ça, c'est assez harmonisant et ça marche pas mal. Alors, à l'époque, quand on avait les bilans qui nous proposaient des sels, je me suis rendu compte que ferromure, qui est un fer, hein, et puis silicea sortait assez systématiquement chez les patients migraineux. Et j'ai rajouté natrum sélénicum, qui est un séléniate de sodium, qui est une plante, qui est un sel qui est très détoxifiant. Et en particulier, le sélénium, c'est un très bon remède des hyperlipidémies. Donc souvent, on a un problème foie avec une hyperlipidémie et donc natrum sélénicum marche bien. Alors j'ai pris l'habitude de donner ça et ça les aide beaucoup, mais c'est pas efficace tout de suite. D'abord, il faut aller le chercher, c'est pas efficace tout de suite. Donc en urgence, vous avez la formule déchue, hein, Chamomilla, ferrum fossé silicéen, qui marche pas mal, qui permet. Alors ce que je fais, je donne le tube, je donne 3 grammes au malade, je le fais attendre quand il est en crise dans la salle d'attente. Sinon, je lui donne le tube et puis je lui dis, vous allez l'essayer à la prochaine crise. Et si ça le soulage, je lui prescris et il me ramène un tube tout neuf. Il n'y a pas de petit profit. Voilà, alors on va terminer là-dessus. Vous avez vu que quand on faisait une étude avec un bilan nutrition santé, on découvrait des choses intéressantes parce que tout ce qu'on a dit aujourd'hui, personne ne l'a jamais dit. Hein. Les études sur la migraine, il y a beaucoup d'études cliniques, mais il n'y a pas grand-chose au niveau biologique. Hein. Personne ne s'est risqué à faire des études biologiques. Les tests classiques ne sont pas du tout parlants pour la migraine. Donc, on a dit que la problématique de la migraine pouvait se développer sur des terrains différents. Hein. Ce qui explique d'ailleurs que ça la rende très difficile à contrôler. Le BNS est une méthode d'évaluation des dysfonctions tissulaires qui s'appuie sur un bilan plasmatique, vous le savez, assisté par un programme expert. Et cet outil va nous permettre en outre
de révéler le niveau d'homéostasie, autrement dit, est-ce que le bilan est stable ou pas. Plus il est instable, plus on risque de voir apparaître des complications et plus le terrain est miné. Attention, hein, le patient il va pas aller bien, donc il faut être très attentif. Et puis surtout, il va pouvoir vous proposer un ensemble de solutions physiologiques qui vont améliorer les régulations en cause, hein, les plantes, la micronutrition, les fleurs de bac, les huiles essentielles, l'homéopathie, etc. Voilà. Voilà, donc vous pourrez récupérer si vous le demandez gentiment à Aline, elle va vous envoyer le PowerPoint. Et puis, j'attends vos questions avant de terminer. Alors, il y en a, Jean-Yves. Merci beaucoup pour votre présentation. Tout le monde a été bien attentif et il y a effectivement des questions qui arrivent. Alors, je vais les prendre dans l'ordre pour pas faire de jaloux, hein. Alors, on a une petite question de quelqu'un qui a souffert de céphalée de tension, ou qui souffre de céphalée de tension, qui s'atténue avec de l'aspirine si bien sûr c'est pris assez tôt. Vous avez parlé à ce moment-là d'un remède homéo pour ce cas précis. Est-ce que c'était bien Actea racemosa? Alors, Actea racemosa, c'est un remède de céphalée de tension chez des gens qui sont vides de sang. Donc, quelqu'un qui serait peut-être anémié? Voilà, il y a une tendance anémique. C'est souvent des femmes anémiques, des jeunes femmes anémiques, pour tout un tas de raisons, soit parce qu'elles ont des hémorragies de règles trop importantes, soit parce qu'elles sont véganes et qu'elles ont une carence en fer. Enfin bon. Et si c'est un homme sportif? Mais en général, il a des céphalées de tension parce qu'il tire trop sur sa structure. D'accord, ça va sans doute lui parler. Voilà, tu m'as envoyé une téléconsultation à faire cette semaine. Alors le gars, il se plaint parce qu'il a des céphalées de tension, il a des courbatures partout, mais il fait le dimanche, il fait un entraînement de 100 km de course. C'est-à-dire, il court pendant 12 heures, tu vois. Oui, ok. Et il râle parce que le bilan ne l'aide pas suffisamment à faire ses 12 heures de course à pied, tu vois. Il fait 100 km. Donc il enchaîne 2 marathons et demi, tu vois. Alors, je lui ai expliqué, je lui ai dit, mais excusez-moi, monsieur, mais il faut. Alors, on a discuté un petit peu, et puis je lui ai dit, mais qu'est-ce qui vous oblige à faire ça là? Il était ennuyé pour me répondre. Quand même. Bah oui, je comprends bien. En fait, il y a une certaine jouissance de la souffrance, si tu veux, et là, on est dans une problématique, quand même, qui n'est pas loin du masochisme, quand même. D'accord. Et chacun trouve son plaisir où il le trouve. Exact. Moi, c'est les cookies. C'est légitime. J'achète son truc. Hein, ça me paraît tout à fait respectable, les cookies. Bon, ça va. Point trop n'en faut. Donc voilà, merci beaucoup pour cette question. Hein, méditer pour la personne qui aura eu sa petite réponse. Voilà, alors il faut savoir quand même que là aussi, il faut regarder la matière médicale. Hein. Donc vous allez dans médecineintégrée.com, vous avez un onglet dans la barre qui s'appelle l'herbier. Vous ouvrez l'onglet, vous allez dans catégorie, il y a la liste des remèdes par ordre alphabétique, vous cliquez sur A et vous allez sur Actea racemosa et vous avez tous les symptômes d'Actea, les comportements psychologiques, etc., ce que ça contient et sur quels paramètres ça agit sur le bilan. D'accord, merci pour ce rappel. Alors une autre question, comment comprendre l'impact énorme et également positif sur la plupart des patients migraineux lorsqu'on traque le glutamate monosodique? Est-ce étroitement lié à l'inflammation des tissus et l'excitation neuronale provoquée? Ah ben oui, le glutamate, c'est un neuromédiateur qui est extrêmement violent. Hein. C'est un excitant, c'est le plus grand excitant neurologique, c'est le plus grand neuromédiateur excitant. Donc, plus vous prenez du glutamate. Alors évidemment, ces cons-là de l'industrie alimentaire, ils ont découvert que de mettre du glutamate, ça exhaustait les goûts, donc ils mettent du glutamate partout, et donc les gens se retrouvent avec des céphalées, avec des trucs absolument incontrôlables, quoi. C'est ce qu'on appelle le syndrome du restaurant chinois. Oui, c'est ça. Ou du ricoré, c'est ça? Il y en a dans la ricoré, oui. Dans la ricoré de chez Nestlé, il y a une grosse part de glutamate, oui. J'en ai bu 4 aujourd'hui. À éviter, oui. Bon. Autrement, Jean-Yves, que penser d'une migraine avec aura sans douleur, ainsi dénommée par la médecine conventionnelle? Oui.
Donc, soit trouble. Migraine avec aura sans douleur, ça veut dire quoi ça? Alors là, il faut demander ça à Muriel, hein. Voilà. Donc, Parce que d'abord, on n'est pas obligé de faire une aura. d'accord. Il y a des migraines avec Laura, aura. Une aura, c'est un symptôme prémonitoire. Hein, en d'accord. médecine, hein. Je ne parle pas de l'aura ésotérique. Hein. Oui, bien oui. J'imagine Alors, bien. l'aura, c'est un symptôme prémonitoire. Alors, là où on en parle le plus souvent, c'est dans les crises d'épilepsie. Hein. Il y a des gens qui ils voient des choses, ou ils voient des lumières, ils entendent des sons, etc., et que ça annonce la crise. Et bien, pareil, au niveau de la migraine, la crise est annoncée par des symptômes bizarres. D'accord. C'est ça qu'on appelle une aura. Mais c'est pas très fréquent au niveau de la migraine. Hein. D'accord, ok. Bon, alors Muriel m'en parlera, on échangera toutes les deux sur. Alors, ceci dit, vous ouvrez le répertoire de Kent, il y a un chapitre migraine, et il y a migraine avec aura, et il y a les remèdes en fonction des différents types d'aura. Hein. D'accord, bien sûr. C'est intéressant la répertoriation homéopathique, hein, Muriel. Petite piqûre de rappel. Bon voilà, bah, je crois qu'on a fait le tour pour les questions ce soir relatives C'est tout. graines. Jusque-là, c'est tout, donc j'imagine que tout a été très clair. Moi, j'ai une petite question qui n'est pas forcément en rapport avec la migraine, mais quand on parlait tout à l'heure, ça m'intrigue un petit peu, hein, et ça peut-être en intéresser d'autres. Quand il faut se méfier des plantes données en synergie, quel est l'impact concrètement de la petite tisane qu'on prend après son repas tous les jours? Alors, d'abord, Euh, il faut revoir la question. Alors, les plantes données en synergie, ça c'est un postulat, puisque tu n'es pas du tout sûr que c'est une synergie. Oui, alors on va dire, voilà, un remède dans lequel on va mettre plusieurs types de plantes, trois, quatre. Bon, tu prends de la verveine menthe, par exemple, tu n'es pas, t'es pas du tout sûr qu'elles ne se contredisent pas. Elles sont bonnes au goût toutes les deux, mais peut-être tu as besoin de la menthe ou peut-être tu as besoin de la verveine, mais peut-être que l'autre, elle handicape l'action de la principale. D'accord. Donc, Donc, le problème de la synergie, c'est que les gens présentent ça comme des synergies, mais en fait, c'est des postulats, on n'en sait rien. Moi qui ai la grille d'efficacité des plantes sur les paramètres du bilan, quand on me dit je fais une synergie entre telle et telle plante, moi je regarde les paramètres du bilan, la plupart du temps je me rends compte qu'il n'y a pas du tout de synergie et que souvent même les effets s'annulent. ah oui, d'accord. Donc dès que tu mets plusieurs remèdes ensemble, il y a un énorme risque que les effets s'annulent, tu vois. D'accord. Bon. Ben oui, si tu as un cheval qui va à l'est et l'autre qui va à l'ouest, ta Il n'y a carrière pas d'intérêt. ne On est va pas d'accord. beaucoup. On est d'accord. Mais concrètement, alors dans ce cas, que proposer aux gens Alors, qui on demande d'éviter le café, qui tiennent à leur petite boisson chaude au quotidien? Il vaut mieux prendre du thé dans ce cas. oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Mais le thé ou les tisanes sont très bien. Hein. Moi, j'ai rien contre. Bon, mais même le café, je ne suis pas, à condition qu'il ne soit pas trop serré et pas trop répété dans la journée, j'ai rien contre le café. Mais vous n'êtes pas contre le Beaujolais non plus, Jean-Yves. Mais pas du tout, pas du tout. Voilà, Là aussi, avec modération, évidemment. Non, c'est je ça. crois qu'il faut être raisonnable en tout, Oui. en particulier dans la thérapeutique. Attention, je l'ai dit, aux grosses doses. C'est pareil pour les huiles essentielles. Hein. Mm. 2-3 gouttes par jour, ça, pour moi, c'est déjà une grosse dose. Hein. Et puis, surtout, éviter les mélanges, parce que dès qu'on fait des mélanges, on n'augmente pas l'efficacité et on ne sait plus ce qu'on fait. Voilà. D'accord. Ok. Donc, c'est pas que je sois un quintiste de la prescription absolue, mais il faut être extrêmement prudent, éviter les mélanges s'il vous plaît, et puis ne serait-ce que pour vous, vous ne progresserez pas si vous utilisez des mélanges systématiquement. D'accord. C'est très pertinent, c'est clair. Alors, je rajouterai un petit quelque chose, parce que je sais qu'il y a beaucoup de naturopathes suisses qui me regardent, et pour une fois, je vais abonder dans leur sens. Les bilans tout typo comme ça, comme on a vu, la majorité des bilans migraineux, c'est des bilans qui bénéficient de cures de probiotiques. Voilà, parce qu'en fait, ils sont tout typo parce que le foie n'est pas nourri correctement. La transformation
l'immunité n'est pas accélérée suffisamment par le microbiote. Et là, c'est des patientes qu'il va falloir traiter avec des pré et des probiotiques, pas en continu, mais faire des petites cures de temps en temps. Et ça a un bon effet pour remonter les bilans et pour faire baisser la fréquence des migraines. C'est pas, il n'y a pas d'action directe, mais disons que ça va normaliser le terrain. Et moi, vous savez, je suis pas un fou des pré et des probiotiques, mais dans ce cas-là, ça me paraît tout à fait intéressant. Bilan hypo égale plutôt pré-probiotique, bilan hyper plutôt antioxydants et oméga 3. D'accord, ok. Bon, et ben c'est une bonne. Une petite astuce Voilà. d'un vieux renard du BNS. Complètement. Très bien. Bon, ben voilà, je crois qu'on peut conclure. Merci beaucoup, Muriel, pour toutes les petites indications que vous nous Dernier petit point, Aline, je crois que ça serait l'occasion de leur rappeler qu'on a plusieurs rencontres de prévues. Hein. On a un webinaire en décembre de lecture de bilan, je crois. C'est quelle date? C'est le 18 décembre. D'accord, donc on se revoit tous le 18 décembre. Vous envoyez vos bilans difficiles à Aline. Hein. Voilà. Bon, 1 ou 2 par personne, hein, que je ne veux pas en voir arriver 30 du même prescripteur. D'accord. Bon, alors vous m'envoyez tout ça, je ferai le tri, j'anonymerai les bilans et on se retrouve dans ce cas le 18 décembre. Et en attendant, n'hésitez pas à me solliciter pour recevoir le PowerPoint de cette présentation. J'ai déjà eu quelques mails qui sont arrivés. Je fais ça dès demain matin et je serai toujours là pour répondre à vos questions. Voilà. Attends. Puis encore, on a 2 week-ends de prévus quand même de formation BNS. Ah oui, d'accord. Alors là, c'est des week-ends en présentiel en fait. On n'est pas sur du webinaire. Bon. Voilà, donc, qui auront lieu à Dijon. Voilà, donc à Dijon, la maison diocésaine, le 9 bis, on organisera un premier séminaire en date du 12 et 13 janvier pour faciliter l'accession à l'utilisation du BNS 12 sur le thème des maladies auto-immunes et allergiques. Voilà pour le premier rendez-vous en séminaire présentiel et le deuxième est prévu, je crois, le 2 et 3 mars. Et il viendra compléter justement ce premier séminaire, toujours sur le BNS 12, mais on va orienter tout ça autour des plantes et des échecs liés aux thérapeutiques des plantes, c'est ça? Comment... Pas des échecs en général, comment gérer l'échec? Voilà, comment gérer l'échec. Bon. Voilà. Souvent, ce n'est pas la faute du bilan. Oui, on a bien compris. Il y a des choses que vous n'avez pas vues. Voilà. Ah ben voilà, donc je vous invite tous à me contacter si vous êtes intéressés pour participer à ce séminaire. On va essayer de tout mettre en place rapidement, vous proposer un programme bien construit, n'est-ce pas Jean-Yves? Et voilà, bonsoir à tous et à bientôt. Au revoir, merci. Merci.